S'il est architecte et spécialiste du biomimétisme, merci d'accueillir sur scène Luc Schutten. Je suis avant tout un peintre, un dessinateur. C'est donc avant tout par les images que je m'exprime. Dans un dessin, il y a 100 fois plus que dans des mots. Si je devais raconter tout ce qu'il y a dans mes dessins, ça prendrait des heures et des heures. Donc j'ai choisi de communiquer avec vous d'abord par l'image. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un biobéton. Ce béton est formidable, il est de loin supérieur à tous les bétons que nous fabriquons. Non seulement il a absorbé le CO2 qui se trouve dans l'atmosphère et réparé un petit peu toutes les conneries qu'on a fait dans notre environnement, en plus il est plus élastique, il est plus étanche, il a de meilleures conditions techniques, matérielles. Quand nous fabriquons du béton, on est le deuxième responsable au monde des gaz à effet de serre. On libère le CO2 que la roche a mis des millions d'années pour capturer. Et ce qui est la bonne nouvelle, c'est que nous commençons maintenant à faire des bétons qui sont bio. Enfin, on commence à apprendre comment faire. On ne le fait pas encore de manière industrielle, mais un jour, on espère pouvoir faire un béton qui capte le CO2 plutôt que d'en produire. Ce que vous voyez là, c'est un biovert extraordinaire, la chitine d'une libellule. Là aussi, elle n'a pas produit du CO2, mais elle en a absorbé pour fabriquer ce matériau. Dans les massifs coralliens, il y a des biovers aussi formidables faits par la diatomée. Alors moi, je dessine des fenêtres, des habitations qui pourraient être un jour peut-être faites avec ça. Et je me pose la question, est-ce qu'on aurait un gain ou une perte en travaillant, en utilisant tout ce que la nature produit, plutôt que de créer des choses artificiellement qui sont tellement nuisibles à notre environnement. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une habitation géante. C'est une ville entière qui a été construite par les premiers citadins. Ce n'étaient pas les hommes, c'était les insectes sociaux, les fourmis, les termites, les abeilles. Et cette habitation-là, elle est auto-climatisée. Il n'y a pas 1 degré de différence entre l'été et l'hiver, alors que la température peut changer de plusieurs dizaines de degrés. Comment font-elles? Ça, on ne sait pas faire encore maintenant, mais nous avons à apprendre. Voilà une cité faite avec ce qui se trouve juste à côté, la terre qui a été prise et qui a été montée comme ça, auto-climatisée. Là aussi, pas de dégradation de l'environnement. Et quand elle tombe en ruine, elle est encore beaucoup plus belle que ce qu'elle était à l'origine. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont une habitation collective, la maison du thé en Irak. C'est fait avec des roseaux qui ont poussé à quelques centaines de mètres de l'endroit où on les a utilisés. Il y a des savoir-faire magnifiques qui correspondent à des attitudes qui sont 100% durables. Et nous avons un peu trop vite oublié que ces techniques nous sont encore à disposition et que nous pourrions très bien commencer à les réutiliser, mais
avec d'autres moyens pour pouvoir correspondre au confort que nous voulons aujourd'hui. Imaginez qu'une ville puisse être comparable à un écosystème, à un massif corallien, à l'emboîtement de multiples organismes vivants qui coopèrent l'un avec l'autre pour arriver à créer quelque chose de stable, qui avec le temps se perfectionne, devient de plus en plus riche, de plus en plus beau. C'est sur ce thème-là que je travaille et je regarde ce à quoi ça pourrait ressembler. Quand je regarde une structure comme celle qui est derrière moi, je vois une colonne de multiples poutres et 1 hectare de capteurs solaires qui transforment l'énergie solaire en électricité, en photons. Alors, si la photosynthèse peut faire ça, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, nous aussi, commencer à apprendre de cette technique merveilleuse, 100% durable? Mais il y a un laboratoire au Japon qui font tourner leurs ventilateurs avec la photosynthèse. Tout ça, ce sont des pistes de réflexion qui nous permettent d'envisager qu'un monde différent peut être possible. Un monde qui n'est pas basé sur des technologies tape à l'œil, comme ce qu'on peut voir un peu partout, mais sur une compréhension beaucoup plus profonde de la planète, de l'environnement dans lequel on vit. Ce que fait cet insecte, cette araignée derrière moi, elle tisse une toile qui est 3 fois plus solide que nos aciers à section égale, sans pollution, sans avoir besoin d'usine, sans déranger personne. Et quand elle a fini, quand elle n'a plus besoin de sa toile, elle la mange pour pouvoir la redigérer et pouvoir après en faire une nouvelle. Ce sont des exemples magnifiques de durabilité, de technologie qui sont d'une perfection extraordinaire. Alors j'imagine qu'on pourrait peut-être devenir un peu plus intelligent et commencer à travailler dans quelque chose qui ressemblera à ça. Alors je dessine des habitations, je les imagine, je les construis, qui sont faits à partir de matériaux qui proviennent du vivant. Parce que le vivant, c'est 100% durable. Et durant tout son développement, il s'inscrit dans un ensemble d'un équilibre qui est absolument nécessaire à notre survie. Donc pour moi, c'est des expériences que je mène par le dessin ou par des réalisations qui permettent d'imaginer ce vers quoi on pourra aller. Pas des choses qui sont toujours nécessairement utilisables aujourd'hui, mais des choses qui pourraient être le résultat d'études, de recherches qui seraient beaucoup plus poussées. Envoyer une fusée sur la Lune en 1960 était une utopie complètement folle, personne ne savait comment faire. 10 ans après, ça a été réalisé, parce que là, on a mis les compétences, les énergies nécessaires à réaliser ce projet. Donc moi, j'essaye simplement de voir si on devait mettre la même énergie dans un projet beaucoup plus intéressant pour l'ensemble de l'humanité, commencer à travailler de manière propre, commencer à travailler de manière à ce que les choses soient faites correctement et qu'elles puissent être faites dans une idée de durabilité. Donc on ne fatigue pas le système, on l'enrichit. On continue dans le sens dans lequel la planète s'est développée. Alors, je dessine des structures, des habitations, mais je dessine aussi des villes entières pour voir comment est-ce que l'ensemble de ces habitations peuvent se mettre ensemble pour pouvoir fonctionner avec des structures qui ont poussé, des arbres qui sont fermés par une sorte de biotextile qui interagit avec son environnement, qui capte l'énergie solaire, qui nous isole, qui est transparent à certains moments. Et le dessin me permet de voir si c'est enviable ou pas. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que j'aimerais habiter dans un endroit comme ça? Est-ce que vous aimeriez habiter dans une cité qui ressemble à quelque chose comme ça? Je le fais également avec des structures en bambou. Le bambou a un énorme avantage, il pousse très très vite. En une saison, un bambou atteint sa taille adulte et on peut l'utiliser pour faire une structure qui continue à vivre. Parce que si je peux ne pas le tuer, c'est encore un gain. Parce que toutes ces feuilles vont servir à compléter l'habitation, l'ombrager à certains moments. Je pourrais faire toutes sortes de choses avec ça. Et j'imagine fermer l'espace intérieur avec cette espèce de biotextile. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le faire, parce qu'actuellement, il n'existe pas. Mais je dessine des choses qui me permettent d'imaginer ce que ça pourrait être si on développe les techniques nécessaires
pouvoir commencer à travailler réellement en collaboration avec le vivant. Nous sommes des êtres biologiques. La planète Terre est un vaste organisme vivant. Et je pense que l'endroit le plus adéquat pour nous pour vivre est quelque chose qui ressemble à un vaste organisme vivant. Donc, parmi les travaux que je mène, il y a par exemple cette cité, Arquesenan, à Artesella, en Italie, entre Venise et Vérone, dans la montagne, un vaste lieu où se trouvent de multiples œuvres de land art. Et là pousse un morceau de cité végétale dans lequel j'expérimente comment on peut mettre des arbres ensemble, comment on peut tisser des choses autour, comment on peut créer un escalier là-dedans, des passerelles, et refermer ça après par un tissu à le côté intérieur pour arriver à faire des habitations pour les artistes en résidence. Et puis, il y a de multiples exemples autour de nous qui sont tout à fait stupéfiants. Les oiseaux tisserands font des nids qui sont magnifiques et qui viennent s'ajouter dans les arbres et qui sont des merveilles d'artisanat. Avec des étudiants à Strasbourg, on a imaginé d'essayer d'en faire la même chose pour nous. On a accroché des nids dans les arbres à un jet de pierre de l'endroit où je faisais une exposition sur les cités végétales, et on a expérimenté tout ce qu'on pouvait faire avec le vivant. Et les étudiants ont conçu le projet, l'ont réalisé, puis ont vécu quelque temps dans ces habitations provisoires, dans les arbres avec les oiseaux, pour pouvoir ressentir ce que c'est que d'aller au bout d'une démarche comme celle-là et d'investir un lieu qui est à la fois vivant et tellement rempli de poésie. Et pendant ce temps-là, pendant tout ce temps, j'essaye de dessiner la ville pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle pourrait évoluer durant le siècle prochain. Alors, je ne dessine jamais ce que je vois, mais ce que j'aimerais bien voir, c'est une démarche plus prospective, en partant des immeubles existants. Bon, développement durable, on ne rase pas tout, on recommence à zéro. Non, on travaille avec l'existant et on essaye de se le réapproprier, d'en faire quelque chose qui pourrait mieux interagir avec tout ce qui se trouve autour de nous. Et c'est donc un ensemble de dessins, de panoramas qui peuvent ainsi figurer le développement d'une ville sur un modèle basé sur des structures qui viennent toujours de ce que la nature peut produire dans des formes d'expression qui sont riches par toute la manière de s'inspirer de tout ce que la nature a déjà produit. Si dans un environnement balnéaire, les formes qui se créent naturellement sont ceux des vagues, je trouve que c'est probablement quelque chose qui peut m'inspirer également pour pouvoir créer des habitations qui reprennent cette même typologie et qui vont avoir une architecture qui va ainsi être complètement intégrée à ce qui se passe naturellement à cet endroit. Donc ça se traduit chez moi par des grandes perspectives, mais des plans, des coupes, des élévations, des détails techniques. J'ai des tas de choses qui sont faites en amont de ça que je ne peux pas vous montrer maintenant parce qu'il y a toujours une flopée de documents qui accompagnent chacune de ces études. Et ces études, je les fais avec des amis qui font partie de Biomimicry Europa, donc ce sont principalement des biologistes, des ingénieurs agronomes, des gens comme ça, et on regarde quelles sont les choses qui sont possibles. Je ne suis pas du tout dans le domaine du rêve. Les choses que je vous montre sont dans le domaine de ce qui pourrait peut-être être possible d'ici quelques dizaines d'années, peut-être centaines. C'est difficile à savoir. Voilà une grande ville comme Shanghai qui a été dessinée en 4 dimensions. J'aime beaucoup essayer de mettre dans mes dessins la notion du temps. Le temps est une notion excessivement importante. Nos villes ont eu un passé, ont un présent, auront, du moins on l'espère, un futur. Donc je dessine Shanghai dans sa partie gauche en 2000, et plus on avance vers la droite, plus on avance dans le temps.
Et là, vous voyez en dessous, il y a un curseur qui indique le temps. Et là, elle fonctionne à l'envers. Donc, on remonte le temps. Elle devrait fonctionner dans l'autre sens, mais apparemment, la technique est un peu rétrograde ici. Voilà le même exercice sur un quartier à Bruxelles. On est en 1800. J'ai planté mon chevalet en hauteur et j'ai regardé ce qui se passait aux alentours de Bruxelles. Que des champs. Ce document a été fait à partir de centaines de gravures d'époques de peinture et de relevés cadastraux. Ici, nous sommes 100 ans plus tard, nous sommes en 1900, et on voit le bond en avant qui a été fait. Et puis, ici, nous sommes en l'an 2000. C'est important de voir tous les changements que l'on peut observer durant 100 ans, parce que ça me permet aussi d'envisager quels sont les changements que je peux espérer dans les siècles à venir aussi. Donc, je dessine maintenant ce quartier de Bruxelles en 2100. Et je reprends l'ensemble des éléments. La plupart des bâtiments n'ont pas été changés, n'ont pas été détruits, ils ont été réadaptés. Ils ont subi quelques liftings. Les toitures sont aménagées en différents espaces de jardins verticaux. Et nous avons, 100 ans plus tard, encore un pas en plus qui a été franchi. Là, l'ensemble des toitures, il fonctionne aussi à l'envers. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il part dans le mauvais sens. Bon, vous ne le verrez pas. Donc, c'est chaque fois cette projection dans le temps qui m'intéresse. Parce que imaginer une ville comme un arrêt sur image est quelque chose qui est complètement faux. Les dessinateurs, les peintres, les photographes, ils font ça. Mais c'est complètement différent de la réalité. Donc moi, j'introduis toujours cette notion de temps. Ici, vous allez voir le quartier de la Part-Dieu en mutation. Donc c'est une petite animation qui montre comment ce quartier peut progressivement se transformer sans que ce soit une destruction de l'environnement. Chacun des bâtiments sont gardés, mais progressivement s'installent des constructions. Il ne marche pas non plus. Il m'avait pourtant dit que toutes les animations étaient en ordre, mais là, je ne vois rien du tout qui marche. Enfin, ça ne marche pas. Donc, on va passer à autre chose. Ici, c'est une ville résiliente ou une ville potagère. Donc, c'est basé sur l'hypothèse d'une ville existante qui aurait fait le pari d'introduire la nourriture, le potager dans sa cité même. La ville est devenue un vaste verger, potager, il y a des ruches, il y a des serres, il y a des enclos pour les poules, toutes sortes de choses. Dans nos grandes villes, nous avons une autonomie alimentaire de moins d'une semaine. Nous sommes entièrement dépendants d'un système complètement mondialisé. On a déjà eu des crises de pétrole, on a déjà eu des choses qui nous ont posé des tas de problèmes, et on a eu beaucoup de mal à s'en sortir, parce que nous ne pensons pas réellement la ville dans son développement futur. Je vois que mon temps est écoulé, donc je vais terminer sur le grand panorama de la cité végétale qui constitue une sorte de vue sur un horizon qui est celui d'une ville qui est celle qu'on peut imaginer, dont la nature serait venue complètement reprendre ses droits et compléter l'ensemble de ce qui est existant. Merci de votre attention.